Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une période essentielle du XIXe siècle, la Restauration, c'est-à-dire le retour des monarchies après la chute de Napoléon. Nous allons d'abord voir comment l'ordre européen est réorganisé au Congrès de Vienne entre 1814 et 1815, puis, dans un second temps, nous étudierons la manière dont la France vit cette restauration, avec l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Commençons donc par voir les objectifs du Congrès de Vienne. En 1814, l'Europe sort de plus de 20 ans de guerre révolutionnaire et napoléonienne. Les puissances victorieuses se retrouvent à Vienne pour définir un nouvel ordre. Leur premier objectif est de rétablir un équilibre européen. Regardez la carte de l'Europe en 1812. On y voit clairement à quel point Napoléon dominait presque tout le continent européen, directement avec l'Empire français ou indirectement avec des royaumes alliés et des territoires sous son influence. Le Congrès veut précisément éviter qu'une telle situation de monopole puisse se reproduire. Un autre objectif fondamental du Congrès de Vienne est de restaurer les monarchies traditionnelles. Pour bien comprendre, je vous rappelle qu'une monarchie est un régime politique dans lequel le pouvoir suprême est exercé par un roi, le plus souvent héréditairement, c'est-à-dire que la couronne se transmet de père en fils, ou du moins au sein d'une même famille. Les diplomates de l'époque estiment que ces dynasties légitimes sont garantes de la stabilité politique. Enfin, dernier objectif, le Congrès veut aussi redessiner la carte politique de l'Europe afin de renforcer la paix entre les nations. Observez maintenant la carte après le Congrès de Vienne. On y voit comment les frontières ont été modifiées et comment les anciennes monarchies ont été réinstallées pour essayer de rétablir l'ordre et l'équilibre en Europe. Plusieurs figures majeures mènent les négociations. Il y a tout d'abord Metternich, le chancelier d'Autriche qui préside le Conseil et défend une vision conservatrice de l'Europe. Ensuite, il y a Talleyrand, qui est le représentant de la France restaurée. Il parvient, malgré la défaite de son pays, à faire entendre sa voix grâce à son talent diplomatique. Du côté britannique, Lord Castlereagh veut assurer la suprématie navale et commerciale de l'Angleterre, tout en limitant la puissance de la France. Enfin, il y a le tsar Alexandre Ier de Russie qui cherche à accroître l'influence russe, notamment en Europe de l'Est. Après la chute de Napoléon, l'un des premiers résultats du Congrès de Vienne est la restauration des monarchies déchues. En France, c'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui monte sur le trône. On parle de restauration parce que la dynastie des Bourbons reprend le pouvoir, interrompue par la Révolution française et l'Empire napoléonien. Louis XVIII propose une politique modérée. Il tente de réconcilier les Français divisés en maintenant certains acquis de la Révolution, tout en restaurant la monarchie. C'est donc un retour à la royauté, mais adapté à une France qui a changé, marquée à la fois par la nostalgie de l'Ancien Régime et par l'héritage révolutionnaire. La France n'est pas un cas isolé. En Espagne, le Congrès permet le retour sur le trône de Ferdinand VII, qui avait été écarté pendant le règne de Napoléon. Il s'agit de remettre en place les rois légitimes sur leur territoire. Même scénario dans le royaume de Naples, où Ferdinand Ier redevient roi des deux Siciles en 1815. Cette restauration des monarchies vise à réinstaurer l'ordre traditionnel dans toute l'Europe. Toutefois, il faut noter que ce retour ne se fait pas sans résistance. Dans certains pays, le peuple et certains groupes contestataires restent influencés par les idées révolutionnaires et refusent un retour pur et simple à l'ancien ordre. Le Congrès de Vienne ne se contente pas de remettre des rois sur leur trône. Il s'attache aussi à recréer un équilibre politique entre les grandes puissances européennes.
Cela passe par le traité de Vienne de 1815, qui redessine en profondeur la carte du continent. L'Autriche, la Prusse ou encore le Royaume-Uni reçoivent de nouveaux territoires. Certaines frontières sont déplacées, des États sont regroupés pour former des zones tampons, par exemple autour de la France. À travers ce système d'alliances et de nouvelles frontières, les diplomates du Congrès ont remodelé l'Europe pour favoriser la paix et la stabilité, à défaut de satisfaire tous les peuples concernés. Les décisions prises à Vienne ont des conséquences importantes. D'un côté, l'Europe va connaître une paix relative pendant plusieurs décennies. Le système mis en place fonctionne globalement et limite les grands conflits entre puissances. Mais cette paix s'accompagne d'une forte répression idéologique. Les monarchies restaurées luttent contre la diffusion des idées révolutionnaires et libérales, héritées de la Révolution française. Les gouvernements mettent en place une surveillance accrue et toute tentative de soulèvement libéral ou nationaliste est sévèrement combattue. Ce sont des régimes autoritaires. Derrière la façade de l'ordre et de la stabilité, les tensions persistent. C'est qu'une apparence. Pour renforcer cet ordre monarchique, 3 grandes puissances, la Russie, l'Autriche et la Prusse, créent en septembre 1815 la Sainte Alliance. Cet accord a pour but de préserver la religion chrétienne et de maintenir les principes conservateurs dans toute l'Europe. En pratique, cela signifie que ces pays s'engagent à s'entraider pour empêcher tout mouvement révolutionnaire ou libéral qui serait capable de menacer un trône. La Sainte Alliance symbolise donc à la fois l'union des monarchies traditionnelles et leur volonté de réprimer toute forme d'opposition politique ou sociale. Cependant, l'efficacité réelle de cette alliance sera souvent limitée. Certains États, comme le Royaume-Uni, restent à l'écart et préfèrent garder leur propre système d'alliance diplomatique. Passons maintenant à la seconde partie sur la restauration en France. En France, la restauration monarchique ne se fait pas par un simple retour à l'absolutisme. La charte de 1814, acceptée par le roi Louis XVIII, pose les bases d'une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que le pouvoir du roi n'est pas sans limite. Une constitution, donc un texte de loi, fixe des prérogatives ainsi que des droits des citoyens. La charte garantit certaines libertés fondamentales comme la liberté de la presse, la liberté de culte ou de réunion, mais le roi conserve dans les faits des pouvoirs importants comme le droit de dissoudre la Chambre des députés ou de nommer les ministres. Une grande nouveauté de la charte de 1814 est la création d'une Chambre des députés qui doit être élue. Cependant, cette élection ne se fait pas au suffrage universel, mais au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les hommes les plus riches, capables de payer un impôt important que l'on appelle le cens, peuvent voter. Cela réduit donc le corps électoral à une petite partie de la population, principalement la bourgeoisie aisée. À travers cette organisation, la monarchie tente de concilier l'héritage révolutionnaire et la tradition monarchique. Mais il reste donc un fort écart entre la théorie d'une représentation nationale et la réalité du pouvoir politique. Les tensions entre tradition et modernité éclatent à nouveau sous le règne de Charles X, qui succède à Louis XVIII après sa mort. Charles X est un autre frère de Louis XVI et de Louis XVIII donc, et il cherche à rétablir une monarchie plus autoritaire, à remettre en cause certains acquis de la charte. Cette politique autoritaire provoque de vives réactions à Paris. C'est la Révolution de juillet 1830. Des barricades s'élèvent dans les rues, la monarchie de Charles X s'effondre en quelques jours et le roi doit abdiquer. Après l'abdication de Charles X, c'est Louis-Philippe d'Orléans qui est choisi comme nouveau roi. Il prend le titre de roi des Français et non plus roi de France.
ce qui souligne sa volonté de se rapprocher du peuple. Les Orléans, c'est une branche cadette de la famille royale, des cousins des Bourbons, connus pour avoir adopté des positions plus libérales, parfois proches des idées révolutionnaires. Louis-Philippe avait même lui-même participé à certains mouvements libéraux avant de monter sur le trône. Son accession au pouvoir symbolise donc un compromis entre monarchie traditionnelle et aspiration plus moderne. La charte est révisée, la Chambre des députés reçoit plus de pouvoir et le suffrage censitaire est légèrement élargi. Louis-Philippe veut incarner une monarchie plus libérale, mais dans les faits, les réformes restent limitées. Seule une petite élite participe encore à la vie politique. La période de la monarchie de Juillet, qui s'étend de 1830 à 1848, est marquée par une forte croissance économique tirée par l'industrialisation. Mais cette modernisation rapide s'accompagne d'inégalités sociales de plus en plus fortes. Beaucoup d'ouvriers vivent et travaillent dans des conditions très difficiles, avec des salaires très bas, des longues journées, des logements insalubres, et les profits de la croissance bénéficient avant tout à la bourgeoisie qui domine la politique et l'économie du pays. Face à la précarité, le mécontentement ouvrier s'exprime dans des mouvements de grève et d'insurrection. Les ouvriers du textile à Lyon, appelés les canuts, se soulèvent plusieurs fois pour réclamer de meilleures conditions de vie. La révolte la plus célèbre a eu lieu en 1831. On observe des mouvements similaires à Saint-Étienne ou dans d'autres villes industrielles. Ces événements révèlent la montée des tensions sociales sous la monarchie de Juillet, mais aussi l'émergence d'une conscience ouvrière et d'un mouvement social organisé. Les tensions ne sont pas seulement sociales. Sur le plan politique, la plupart des députés et des membres du gouvernement appartiennent à la bourgeoisie fortunée. Les classes populaires, les ouvriers et même une partie de la classe moyenne sont marginalisés, ils sont totalement exclus de la représentation politique et du pouvoir. Cette frustration nourrit une opposition de plus en plus forte au régime. Le régime de Louis-Philippe décide de réprimer avec sévérité les mouvements de révolte, comme la révolte des Canuts à Lyon en 1831. Les ouvriers avaient tissé des barricades, mais ils sont finalement écrasés par l'armée. La répression est violente, ce qui contribue à radicaliser les mouvements ouvriers et à exacerber la fracture sociale. Le pouvoir préfère la force à la négociation, ce qui éloigne encore plus l'État des attentes populaires. Il y a là une véritable rupture. Ainsi, peu à peu, la monarchie de Juillet se retrouve isolée, prise en étau entre deux grands courants d'opposition. D'un côté, il y a les républicains, appuyés par le peuple, qui veulent renverser la monarchie et instaurer une république démocratique avec un suffrage universel. Et à l'autre extrémité de l'échiquier politique, il y a les légitimistes, qui eux défendent le retour à une monarchie absolue, comme sous l'Ancien Régime. Dans ce contexte, la stabilité du régime de Louis-Philippe est donc de plus en plus fragile. En conclusion, la période de la Restauration et de la monarchie de Juillet a tenté une conciliation difficile entre tradition et modernité, stabilité politique et aspiration populaire. Les tensions sociales, politiques et économiques finiront par provoquer une nouvelle vague révolutionnaire en 1848 qui mettra fin à la monarchie de Juillet et ouvrira la voie à la Seconde République. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que tout a été bien clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.